ça veut dire que le 21e siècle sera non pas chinois, mais africain. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'idée c'est quoi? C'est opération reconquête pour une France en perte d'influence en Afrique? Vous savez, l'enjeu est le suivant. On dit souvent que le 21e siècle sera chinois. En fait, il sera africain. La Chine va bientôt voir sa population culminer, puis vieillir et baisser. L'Afrique, c'est le contraire. De tous ces chiffres, il faut mettre une France qui perd de l'influence en Afrique, Nicolas. Alors, c'est ça, mais c'est en partie de notre faute. Les banques françaises, par exemple, ont beaucoup réduit la voilure, mais ça n'est pas perdu et loin de là. La France reste le pays d'accueil des étudiants africains, et quand on voit le potentiel de croissance du continent, eh bien, il faut surtout maintenir ce flux. Vouloir l'arrêter, c'est vraiment ne rien comprendre au sens de l'histoire. Donc oui, déroulons le tapis rouge. L'Afrique est un formidable réservoir de croissance pour nous. Ne nous trompons pas, le 21e siècle sera africain. L'Afrique, formidable réservoir de croissance, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. L'édito Écho revient demain à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée, Nicolas. Dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. Est-ce que vous discernez ce qui se joue dans les soubassements de la diplomatie internationale? C'est une compétition qui est engagée, et l'enjeu de cette compétition, c'est l'Afrique. Du fait du Covid-19, vous avez peut-être entendu que l'Europe allait débloquer une aide de 20 milliards d'euros pour l'Afrique, et la France a appelé à l'annulation de la dette africaine. On ne peut comprendre ces gestes en apparence généreux que si on les place dans le contexte de rivalité géopolitique qui oppose actuellement les grandes puissances et les puissances émergentes sur le terrain africain. Quand la France demande la suppression de la dette africaine, ce n'est pas par générosité envers les Africains. C'est parce que la dette africaine est détenue à 40% par la Chine. Et dans cette compétition, la Chine est l'obstacle principal. Quand l'Italie attaque ouvertement la France sur sa politique africaine, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce n'est pas uniquement parce qu'elle est principalement concernée par la crise migratoire ou par souci de justice. C'est aussi parce qu'elle est elle-même engagée dans cette joute diplomatique pour acquérir des parts de marché en Afrique. Et ces nations n'hésitent plus à sortir du conformisme diplomatique habituel pour s'envoyer ouvertement des invectives sur la question africaine. L'Italie accuse la France d'appauvrir l'Afrique. La France tacle la Chine sur la question de la dette. Les États-Unis dénoncent les pratiques prédatrices de la Chine et de la Russie. Il faut donc comprendre que nous sommes à un tournant crucial de l'histoire. C'est l'avenir des nations qui se joue, et il se joue en Afrique. Que compte faire la France sur le plan diplomatique pour supplanter ses concurrents? Le Sénat français a publié un rapport qui édicte 70 mesures que la France doit prendre pour reconquérir l'Afrique. C'est un rapport de 500 pages, je l'ai lu en diagonale. Alors, le titre de ce rapport, c'est « L'Afrique est notre avenir ». Alors d'abord, je trouve un peu cocasse que le Sénat de la République française publie un rapport titré « L'Afrique est notre avenir ». Donc, comme je le disais, ce rapport met en évidence 70 mesures qui doivent être prises par la France pour supplanter ses concurrents sur le terrain africain. Il y a plusieurs mesures intéressantes, j'en ai relevé deux notamment. Par exemple, en page 392, on a l'intertitre « Tenir un autre discours sur l'Afrique ». Les sénateurs expliquent que le discours qui est tenu sur l'Afrique est souvent un discours misérabiliste qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Et qu'il faudrait maintenant changer ce discours et rappeler que ce n'est pas seulement l'Afrique qui a besoin de la France, c'est aussi la France qui a besoin de l'Afrique. Et que ça doit être maintenant dit. Il s'agit de quitter le vieux récit sur une Afrique du passé et de susciter, selon l'expression plusieurs fois évoquée, un besoin d'Afrique qui soit le pendant d'une demande de France. L'amélioration de l'image et de la connaissance de l'Afrique doit s'inscrire dans le long terme et s'appuyer sur une recherche universitaire de qualité sur l'Afrique. Pour faire face à ces défis, la diplomatie française, en premier lieu, doit pouvoir produire un nouveau discours sur la relation de la France à l'Afrique.
Les enquêtes sur l'image de la France en Afrique sur la décennie montrent une dégradation sensible. Donc ils expliquent là que l'image de la France en Afrique est de plus en plus mauvaise, et c'est en partie à cause de la manière dont l'Afrique est souvent présentée dans la société française. Une mesure très significative apparaît en page 399 sous l'intertitre « S'émanciper du passé ». Les sénateurs expliquent qu'il y a en Afrique, y compris chez les jeunes, de la rancœur vis-à-vis de la France à cause de son passé esclavagiste et colonial, et que ça, c'est un handicap majeur pour la France. Effectivement, ils sont lucides. Mais l'Europe a un handicap extrêmement lourd, c'est celui du passé colonialiste, que ce soit pour l'Allemagne, pour l'Angleterre ou pour la France. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ici, la relation franco-africaine reste lestée du poids d'un passé mal assumé. Le rejet dont la France est parfois l'objet, notamment dans les couches les plus jeunes de la population africaine, tire argument de sa responsabilité dans les pages les plus sombres de l'histoire de l'Afrique. L'esclavage qu'il a saigné de ses forces vives alors qu'elle constituait encore un continent sous-peuplé, la colonisation qui marqua son entrée traumatisante dans la modernité tout en l'enserrant dans ses frontières, dans des frontières qu'elle n'avait pas choisies. La décolonisation dont on néglige qu'elle fut en Afrique subsaharienne, émaillée de massacres aujourd'hui oubliés. Donc le Sénat reconnaît ici que la France a commis des crimes dans ces colonies, cite 3 exemples ici, avec 3 petits points, montrant que des massacres, il y en a quand même eu pas mal. Alors par exemple ici, le Cameroun en 1955, et de quoi s'agit-il? Il s'agit du massacre de Messa. C'est-à-dire qu'un colon français avait tué un jeune adolescent camerounais, c'était un crime gratuit, sans doute raciste, et 3 jours plus tard, des centaines ou des milliers de citoyens camerounais, on ne sait pas trop, se sont rassemblés devant l'hôpital pour exiger qu'on leur rende le corps de cet adolescent. Mais les colons français ne voulaient pas rendre le corps. Donc, comme la foule refusait de se disperser, ils ont fait appel à l'armée française, et l'armée française a tiré dans le tas, et ça a été un véritable carnage. Il y a eu énormément de morts. Donc là, le Sénat dit, cette histoire est peu et mal connue dans la société française. Certains événements douloureux dans lesquels notre pays n'a pas eu le beau rôle font encore débat et ne sont pas entrés dans l'histoire officielle, si tant est que ce terme ait un sens. Effectivement, les massacres que la France a commis sur le sol africain, effectivement, ces massacres-là n'apparaissent pas dans les livres d'histoire français. Un peu plus loin, il cite d'autres exemples, par exemple le massacre de Thiaroye. Alors qu'est-ce que c'est? Le massacre de Thiaroye concerne ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Après la libération de la France a refusé de payer leur solde à ces tirailleurs qui étaient venus combattre pour la France. Et donc, ils ont décidé de manifester pour exiger que la France respecte ses engagements. Comment a réagi la France? Elle les a tout simplement fusillés. Ils ont tous été fusillés pour que ça serve d'exemple aux autres tirailleurs. Voilà la gratitude des gens qui étaient venus d'Afrique pour libérer la France les tue parce qu'ils demandaient juste qu'on leur paye ce qu'on leur avait promis. Voilà le véritable visage de ce pays qu'on appelle la France, et évidemment ces récits ne se trouvent pas dans les livres d'histoire. Et donc, les sénateurs disent qu'il faut solder ce passé, et pour cela, ils proposent que l'histoire soit réécrite, que l'histoire de l'Afrique soit réécrite, écrite conjointement par des historiens français et des historiens africains, afin que toutes les vérités soient dites et que la France et l'Afrique puissent repartir sur de nouvelles bases. Voilà, ils disent ici par exemple, c'est pourquoi il convient de régler ces contentieux qui empoisonnent la relation et solder le passé par une mise en récit commune de cette histoire partagée. Voilà, donc il propose un livre d'histoire franco-africain. François Mitterrand d'ailleurs lui-même avait évoqué une telle chose en 1957. C'est pourquoi je crois que la France, notre pays, malgré d'admirables réalisations, n'a pas su à temps, dans ses institutions et dans sa politique, prévoir
et s'adapter. C'est pourquoi je pense que après Genève, Dien Bien Phu, après Carthage, je crois que pour l'Algérie et l'Afrique noire, un sérieux examen de conscience se pose aux Français. Oui. Alors, je précise, est-il besoin de le dire, qu'il n'y a aucune sincérité dans cette proposition. Je rappelle que ce document sénatorial, c'est 70 mesures pour reconquérir l'Afrique. Donc, on est purement ici dans de la stratégie. Évidemment, ils disent qu'il faut ouvrir les archives sur tous ces massacres qui ont été commis afin d'apaiser les mémoires. Mais je rappelle quand même une chose. Les crimes que les Occidentaux ont commis à l'égard des Africains, ça concerne des centaines de millions de morts entre l'esclavage et la colonisation. Pour cela, il ne peut pas y avoir de pardon. C'est impossible. Ces Africains qui ont été tués, c'était des innocents. Quand on parle d'eux, c'est une mention dans l'histoire. En telle année, il y a eu un massacre à tel endroit, mais ces gens, c'était des hommes, des femmes, des enfants, qui avaient un nom, qui avaient un vécu, qui avaient des rêves, qui avaient une âme. Et sous l'esclavage, le crime qu'ils ont commis, c'est d'être noirs. Et sous la colonisation, le crime qu'ils ont commis, c'était de vivre sur un continent dont les Occidentaux enviaient les richesses. Et ces gens n'ont jamais obtenu justice, donc il ne peut pas y avoir de pardon. Ceux qui disent qu'il faut tourner la page du passé, ce sont justement ceux qui sont du côté des bourreaux et qui ont besoin toujours d'exploiter les richesses de ce continent. Et comme ce passé constitue un obstacle pour eux, eh bien ils disent bien il faut oublier, c'est du passé, il faut tourner la page. Mais en réalité, c'est impossible. C'est impossible. Ces gens n'ont pas obtenu justice, donc on ne peut pas pardonner, on ne peut pas tourner la page. Il y a juste l'attente du jugement. Pardonner, ça serait trahir ces âmes sacrifiées. Et l'Africain, avec un A majuscule, ne commettra pas cette infamie. Une deuxième chose, ce document dit que la France et l'Afrique ont besoin l'une de l'autre. Alors on va être très clair. Les Africains n'ont pas besoin des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui ont besoin des Africains. L'Afrique est autosuffisante parce que toutes les matières premières de la planète sont en Afrique. Et je peux vous certifier une chose. Si l'Afrique décidait de fermer la porte aux Occidentaux, à tous les Occidentaux, et d'exploiter elle-même ses ressources et de faire du commerce uniquement entre nations africaines, je peux vous certifier qu'en moins de 20 ans, il n'y aurait plus de pauvreté en Afrique. En moins de 20 ans, l'Afrique redeviendrait le continent en or qu'il était avant l'esclavage. Les Africains sont pauvres parce que les richesses de l'Afrique ont toujours été exploitées par les Occidentaux et pour les Occidentaux. Donc, s'ils décidaient de fermer la porte à ces Occidentaux et d'exploiter eux-mêmes leurs richesses, l'histoire de l'Afrique changerait du tout au tout. Et on va lui demander si c'est un fait ou une théorie du complot, le fait qu'au Mali et dans d'autres pays, il y a certains Français qui se construisent des fortunes colossales, comme le groupe Bolloré, par exemple, dans l'exportation des matières premières et les transports, comme le groupe Areva dans l'exploitation de l'uranium pour l'industrie nucléaire, comme le groupe Bouygues TF1, mais aussi la construction, et comme le groupe Total, dont cette semaine, dans les pages roses réservées au monde des affaires, je lisais que le bénéfice de Total a été dopé, que le bénéfice a grimpé de 8% à 12,4 milliards d'euros. Avec 12,4 milliards d'euros, vous comblez sans problème le trou de la sécurité sociale, les retraites, etc. Donc, 12,4 milliards de bénéfices pour Total, et 40% de ce bénéfice se réalise en Afrique. Et là, c'est intéressant de comprendre comment il y a des gens si pauvres et des gens si riches en Afrique ou autour de l'Afrique,
Et là, c'est le moment de rappeler ce que disait Mitterrand en 1988 pour expliquer sa politique envers l'Afrique. Chaque franc, disait-il, investi au sud rapporte 8 francs au nord. Il faut se rendre à l'évidence, ce sont les pauvres qui financent les riches. Un autre grand comploteur, c'est le célèbre groupe capitaliste d'audit des entreprises et d'analyse des situations économiques, McKinsey. McKinsey déclarant récemment même si le continent africain reste confronté à d'importants problèmes de développement, comme c'est gentil cet euphémisme, le taux du retour sur investissement en Afrique est tout de même le plus élevé au monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui construisent l'essentiel de leur fortune en Afrique et qui gagnent plus en Afrique que n'importe où ailleurs, pendant que les Africains crèvent de faim. Le président Hollande s'inscrit dans la même ligne. Je cite, « La France maintiendra ses engagements vis-à-vis de ce continent plein de promesses. Toutes les puissances du monde y sont et essayent de développer leur influence. C'est un continent où la démocratie progresse. » Ah bon? Parce qu'on avait remarqué dans le soutien aux dictateurs du Tchad, du Gabon, dans le coup d'État en Côte d'Ivoire où la France a bombardé le palais présidentiel et en Afrique et au Congo aussi, justement, où la France soutient des milices pour empêcher le Congo d'exercer sa souveraineté. Mais bon, Hollande continue. C'est surtout ça qui l'intéresse. Un continent où l'énergie et l'environnement sont autant de sujets majeurs. En 2050, 80% des francophones seront africains, 700 millions de femmes et d'hommes. Chacun comprend ici l'enjeu. Et donc, j'aimerais bien que la France, qui aide si généreusement le Mali, le Niger et d'autres depuis des dizaines d'années, nous explique comment ça se fait qu'il y a des fortunes colossales chez Bolloré, chez Bouygues, chez Total et dans tous les grands groupes français sur le dos des Africains pendant que les Africains continuent à crever de faim. Je rappelle que sous le colonialisme, il y a eu 205 à ce jour dirigeants africains assassinés par les colonialistes. 205. D'un côté, la France et les États-Unis sont engagés dans une guerre contre la Chine pour empêcher que la Chine trouve des partenaires en Afrique, mais ils sont aussi engagés dans une guerre contre les Africains, et puis ils sont engagés dans une guerre entre eux-mêmes pour savoir qui va prendre la plus grosse part du gâteau. La guerre contre les Africains, il doit être dit clairement que tout ce qui se passe en Libye, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun et dans toute une série de pays où on nous présente chaque fois des conflits qui sont isolés mais qui sont en réalité les différents éléments de la même guerre pour l'Afrique, c'est une guerre contre les Africains, c'est une guerre contre l'indépendance de l'Afrique. Je referme la parenthèse. Mais ces documents, celui du Sénat et celui de l'Assemblée nationale que nous avons vu tout à l'heure, montrent que le Parlement français est conscient que c'est l'avenir qui est en train de se jouer. Si la France perd l'Afrique, comme le disait François Mitterrand, elle n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. C'est une puissance déclinante, c'est une société vieillissante, et si elle continue à perdre l'Afrique au détriment de la Chine et des autres, elle va tout naturellement, progressivement disparaître. Donc, la compétition se fait sur le plan diplomatique et économique, mais elle commence et de plus en plus à se faire également sur le plan militaire. Toutes ces nations établissent des bases militaires en Afrique sous de faux prétextes, et il n'y a jamais eu un tel déploiement d'armées étrangères sur le sol africain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que se passe-t-il ?